Alors, merci beaucoup. Ravie d'être là. Alors, la conférence s'intitule donc Numérique, chaîne de dépendance des enjeux géopolitiques et environnementaux. Donc, c'est assez large, mais au final, vous allez voir, ça s'imbrique assez bien. Donc, moi, mon champ de recherche, en fait, concerne la théorisation de la mise en dépendance, globalement, comprenant, en fait, les phénomènes de territorialisation comme enjeu de pouvoir, notamment la territorialisation des infrastructures, mais pas seulement. Et dans mon travail, en fait, j'ai pas seulement un côté recherche, j'essaye aussi, en fait, d'agir sur le terrain. Déjà parce que moi-même, ça fait depuis 2009 que je suis dans le secteur du numérique, en étant passée par un parcours de dev front-end avant de devenir chef de produit, puis chargée de recherche utilisateur aujourd'hui à la direction interministérielle du numérique. Donc, forcément, à côté de ce travail de recherche, j'ai envie de faire des propositions concrètes et donc d'associer le penser et le faire d'une certaine manière. Donc pour moi, évidemment, je vous parlerai aussi beaucoup pendant ce moment de l'objet Big Tech, pour la simple et bonne raison que dans mon domaine de recherche, dans la théorisation de la mise en dépendance, ce sont des objets très intéressants. Notamment parce qu'ils mettent en place des stratégies de mise en dépendance et que ces stratégies de mise en dépendance, en fait, ont des conséquences réelles sur l'équilibre économique, politique et social, et qu'ils ont une influence sur les enjeux de pouvoir et capacités de négociation des acteurs. Donc en 3 parties. La première partie, je vais d'abord vous parler des chaînes de dépendance et de leur relation au territoire. Dans la deuxième partie, des risques géopolitiques et environnementaux que ces chaînes de dépendance et les stratégies de mise en dépendance ont sur les pays, sur les entreprises et sur les citoyens. Et ensuite, nous définirons ensemble, en quelque sorte, une stratégie industrielle en voyant quelques points. On ne les verra pas tous, mais on essaiera d'avoir quelques axes de réflexion là-dessus. Donc, quand on parle de chaînes de dépendance, évidemment, on pourrait prendre vraiment plusieurs familles de chaînes de dépendance. La chaîne de dépendance industrielle, infrastructurelle, la chaîne de dépendance technique primaire, qu'on verra un petit peu aussi, la dépendance au marché, quand on dit que les entreprises sont dépendantes à leur marché, est-ce l'entreprise qui est dépendante à son marché ou le marché qui est dépendant à l'entreprise? La dépendance aux usages et la dépendance de manière plus globale, les dépendances technologiques. Concernant la dépendance industrielle d'abord, ça va vous paraître très simple, mais petit rappel tout de même. Au final, quand on parle de dépendance industrielle, on peut d'abord parler des dépendances à l'intérieur du secteur industriel, donc intra-industriel, qui vont être du coup la chaîne à la fois logistique et la chaîne de production. Partant par exemple, dans le secteur du numérique, des matières premières, de l'exploitation de ces matières premières, de la création des composants techniques, des logiciels et des produits finis, qu'il s'agisse des produits logiciels ou des produits device, des supports que nous utilisons au quotidien. Mais à côté de ces dépendances intra-industrielles, les dépendances inter-industrielles qui finalement augmentent, agrandissent les chaînes de dépendance pour prendre en compte les industries sœurs, en quelque sorte, l'industrie du génie industriel qui permet de fabriquer les machines extrayant les minerais, par exemple, ou les machines lithographiques qui permettent de fabriquer les composants électroniques. La production et le transport d'énergie, l'industrie du transport en général, maritime pour beaucoup, tant la distance entre les minerais et les usines de production de produits finis sont éloignées. L'industrie, évidemment, informatique, qui aujourd'hui compte énormément d'acteurs en sous-traitance, le commerce, etc., etc. Dans le cas, par exemple, d'acteurs industriels dans une chaîne comme celui des câbles sous-marins, pour illustrer un petit peu les choses, dans les matières premières, en général, l'industrie minière va être utilisée pour le cuivre, l'aluminium et la silice utilisée dans les fibres optiques. Passant aux fabricants de câbles, dont les grands leaders, par exemple, vont être ZTT, Brugg et d'autres. Donc ZTT, société chinoise, qui reste quand même beaucoup des leaders dans la fabrication des câbles aujourd'hui.
Les poseurs de câbles sous-marins ou les armateurs, alors on connaît très bien en France Alcatel Submarine Network, on parle parfois un peu moins d'Orange Marine, qui reste donc sous giron français, si on peut dire les choses comme ça. Subcom LLC, Huawei Marine, qui prend de plus en plus en ampleur, et puis des armateurs comme Louis Dreyfus, par exemple, puisqu'en France, on est quand même assez bien pourvu de ce côté-là, en ingénierie marine. C'est l'un de nos points avantageux. Et ensuite, bien sûr, derrière les exploitants, ça va être les entreprises de télécommunications pour les réseaux, ou aujourd'hui, de plus en plus, les géants du numérique. Quelque chose qui est très facile à utiliser pour montrer la dépendance entre l'industrie et les territoires, ça pourrait être de partir de la localisation des minerais, qui nous permettrait de voir que les gisements sont partout sur la planète, mais tout de même de manière déséquilibrée, des gisements favorisant certains acteurs par rapport à d'autres. Le cuivre, c'est l'un des minerais qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Là, je vous ai mis uniquement les gros gisements, c'est-à-dire ceux qui font vraiment la différence avec les petits gisements, où là, on tombe à 500, 200, 300, voilà. Donc, on arrive avec des avantages, clairement, pour le Pérou et le Chili. C'est pareil de ce côté-là, enfin, dans leur pays, c'est beaucoup le lithium. Je vous conseille un travail de recherche d'Audrey Serrandour, qui est chercheuse et qui a beaucoup travaillé sur le triangle du lithium en Amérique du Sud. Donc on va voir du coup des rapports de force intéressants en leur faveur sur ces deux minerais. Les terres rares, où là, on va avoir quand même une prédominance de la Chine, à la fois dans les gisements, mais aussi dans les exploitants. Le Brésil, et on voit la différence, j'ai mis les États-Unis parce que voilà, on voit quand même bien la différence dans les terres rares, notamment, sur le fait que oui, on peut trouver des terres rares un peu partout dans le monde, mais le problème, c'est que selon le territoire, évidemment, la qualité et la quantité n'est pas la même, ce qui avantage certains acteurs, bien sûr. Et alors le cobalt, c'est un cas vraiment exceptionnel, on va dire, où en effet, on va avoir des gisements de cobalt, en tout cas aujourd'hui, qui sont principalement extraits en République démocratique du Congo, sachant que la terre de gisement n'est pas celle de l'exploitant, puisque l'exploitant est en très grande majorité chinois. Donc, la dépendance industrielle, c'est une chose. On voit déjà, du coup, la difficulté quand on aborde les sujets de souveraineté numérique, c'est où s'arrête la souveraineté numérique, en fait. À quel moment de la chaîne je considère que je dois être souverain dans ma souveraineté numérique, ou pas, ou dépendant. Donc, ensuite, dépendance infrastructurelle et territoire. Là, on rentre dans quelque chose de plus en plus intéressant, à mon sens. On a certes une répartition inégale des réseaux et des infrastructures de données, avec des configurations géographiques qui vont être soit avantageuses pour les uns, problématiques pour les autres. Ces configurations géographiques sont accentuées par les conditions climatiques, qui aujourd'hui représentent un enjeu majeur, notamment pour l'installation des data centers. Et tout cela, en fait, conduit à une inégale répartition des pouvoirs et des rapports de force, notamment des pouvoirs qui aujourd'hui sont détenus par des entreprises privées, et qui ont fait, en fait, de la territorialisation des infrastructures, de manière générale, un enjeu stratégique majeur, mais aussi un enjeu de survie pour leur entreprise. Il y a plusieurs cas, avant de parler des entreprises, qui impliquent le territoire déjà à la base sur les infrastructures. C'est le fait tout simplement d'être dans un pays enclavé, c'est-à-dire qui n'a pas d'accès à la mer, à l'océan, et qui du coup se trouve dans l'impossibilité d'accéder aux câbles sous-marins par lesquels passent 98% de nos communications Internet. Évidemment, ces pays pourront tout à fait bénéficier des réseaux satellitaires à orbite basse, de Kuiper ou Starlink. Bon. Mais ils créeront d'autres dépendances. La dépendance aux câbles sous-marins se transformera en dépendance aux satellites d'une manière ou d'une autre. En Europe, ces pays vont être par exemple la Slovaquie, la Tchéquie, l'Autriche, la Suisse, le Luxembourg. Et concernant la Suisse, ce qui est assez intéressant, c'est que leur localisation en tant que pays enclavé a aussi des conséquences sur les performances de certaines pratiques, puisque aujourd'hui, la place de marché suisse se trouve en concurrence
par exemple avec la place de marché de Singapour, dans le secteur du trading à haute fréquence, où en effet les performances du réseau, le fait d'accéder comme Singapour directement aux câbles de fibre optique sous-marins, ont une importance sur les performances finales. Donc c'est intéressant de voir aussi comment le territoire, au final, a une influence économique forte. Les conditions climatiques, du coup, on va y revenir ensuite avec d'autres pays, mais déjà aux US, puisque pas mal de chercheurs, finalement, ont commencé à travailler ces dernières années sur ce sujet-là, suite à de plus en plus de controverses au Texas, en Arizona, en Californie, sur la consommation en eau. Car en effet, les US sont un pays, les États-Unis est un pays où il va y avoir de plus en plus de tensions sur le territoire dues à la sécheresse. Et on voit évidemment que les data centers ont une consommation, disons, exponentielle en termes de consommation d'eau et d'énergie. Je sais ce qu'on peut me dire déjà à ce niveau-là, c'est de dire oui, mais les performances aujourd'hui des data centers permettent de pallier. C'est vrai d'une certaine manière. Les performances et l'innovation peuvent permettre de pallier un certain nombre d'excès de consommation en eau et en électricité. Néanmoins, il y a tout le poids de l'existant. C'est-à-dire l'existant qui majoritairement fonctionne sur des énergies fossiles, par exemple, et qui vont être en fait, du coup, assez consommateurs en eau. On va revenir là-dessus sur le calcul de la consommation en eau. Partant de là, quand on parle de territorialisation des infrastructures, et comme enjeu de pouvoir, de quoi parle-t-on? Eh bien, il y a un cas que moi j'aime beaucoup, c'est celui des câbles sous-marins qui appartiennent tout ou partie par les big tech états-uniennes, même si on pourrait aussi parler de ceux qui appartiennent à Hengtong et Huawei côté chinois. Ce que vous voyez sur la carte dans le fond, ce sont les câbles sous-marins qui appartiennent déjà aux big tech. Quand je parle de big tech, en fait, je parle des GAFAM dans leur nouvelle version, c'est-à-dire des GAFAM aux big tech, c'est-à-dire des grandes sociétés multinationales qui, aujourd'hui, ne se limitent pas seulement à la communication et au logiciel, mais sont allées sur le terrain des infrastructures, et donc sur des enjeux majeurs, de géopolitique majeurs. Dans le nombre de câbles total dans le monde, on en a 436 connus. Donc on pourrait se dire, 436 connus, au final, si on regarde le nombre de câbles que possèdent les big tech, c'est pas grand-chose. Mais en fait, ils ont commencé simplement à les construire depuis 6 ans, depuis 2016. Donc il y a une évolution très très rapide. Ils ont les câbles les plus performants. Donc là, par exemple, on va avoir Google qui a déjà 20 câbles en partie ou en totalité, sachant que Google est la seule entreprise en fait, qui possède à elle seule des câbles en entier. C'est-à-dire qu'elle a la capacité financière et surtout elle a ciblé ce secteur industriel pour construire, financer à elle seule la construction et la sécurisation, le management de ces câbles. Ce qui est énorme. Meta en possède en partie 12, Microsoft 5 et Amazon Web Services 5, sachant qu'Amazon, de toute façon, veulent de toute façon se développer au niveau infrastructurel sur la partie satellitaire. Donc en gros, on pourrait se dire que Google, c'est les câbles, et Amazon, le satellite. Les deux étant au final liés. On va aussi voir pourquoi. On va voir 3 cas, en fait, de territorialisation d'infrastructures. Je vais commencer par la France, ensuite l'Europe du Nord et ensuite l'Afrique. La France, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une configuration territoriale très intéressante, due au fait qu'on a beaucoup de côtes, qui fait qu'on a pas mal de possibilités de connexion au câble. Nos premières connexions au câble ont été beaucoup avec le Royaume-Uni. Et puis, progressivement, on a développé des câbles à l'ouest et au sud, sachant qu'à l'ouest, on va avoir des câbles connectés à d'autres pays d'Europe, et on va avoir 4 très grands câbles, de très gros câbles, qui sont connectés aux États-Unis. Et au sud, on va avoir en fait tous les câbles qui viennent, ou qui connectent en fait le continent africain et la France, et également ceux qui viennent d'Asie, comme par exemple le câble PIS, qui a été construit très récemment, et qui en fait atterrit à Marseille et construit par Hengtong et Huawei. Mais ce n'est pas seulement pour alimenter la France, du coup. Ça va être une porte d'entrée pour l'ensemble de l'Europe.
les pays enclavés, mais aussi ceux qui en fait n'ont pas beaucoup d'accès au câble au final, et qui vont donc passer par les réseaux terrestres. Ce qui est assez intéressant ensuite, c'est de voir comment ça s'est fait. Comme vous le savez peut-être, et puis j'ai une autre slide où c'est marqué, il y a environ 33% de la totalité des data centers, on peut le dire comme ça, qui sont localisés aux États-Unis. Le reste étant éparpillé un peu dans le monde, voilà, mais vraiment on a une concentration de data centers. Évidemment, pour les États-Unis, ce n'est pas une bonne nouvelle, vu les enjeux climatiques auxquels ils vont faire face de plus en plus. La question du coup de l'installation de serveurs qui en plus traitent des données d'autres pays devient quand même un souci, notamment pour le citoyen américain à qui on demande au Texas et en Arizona de faire des efforts sur sa consommation en eau. Donc, progressivement, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des questions stratégiques et environnementales, les grandes sociétés américaines veulent en fait exporter en quelque sorte leur modèle ailleurs et s'étendre. On voit 2 gros câbles des Big Tech, donc sur les 4 gros câbles connectés à la France des US, Dunant et Amitié. Dunant étant de Google et Amitié très majoritairement financé par Facebook, enfin par Meta, du coup. La manière dont ça s'est fait, c'est que sur notre territoire européen, ces Big Tech ont une stratégie de partenariat avec les entreprises des télécoms. Les entreprises des télécoms n'ayant plus les moyens financiers aujourd'hui de financer en fait la construction de nouveaux câbles, parce que ce sont des investissements énormes. Puis par ailleurs, après les avoir construits, il faut aussi les gérer. Donc quelque part, ils se disent qu'ils vont bénéficier de ces partenariats, donc les entreprises de télécoms, pour faire des économies, tout simplement. Pour la Big Tech, c'est un renversement total au niveau historique des relations qu'ils avaient pu avoir avec les entreprises des télécoms, puisque jusqu'à présent, ils devaient négocier les prix, en fait, d'usage, en fait, justement, du réseau, d'usage du trafic, avec les entreprises de télécoms. Aujourd'hui, les choses se renversent, puisque c'est eux qui vont faire payer aux télécoms l'accès au câble. Avec certes des accords, bien sûr, des accords qui se jouent justement dans ce fameux partenariat. En France, on a donc Orange, qui a négocié à la fois avec Google et avec Meta pour la construction de ces câbles et pour avoir un certain nombre de privilèges, à la fois sur les prix et sur l'usage, en fait, et sur la gestion de la station d'atterrissement, ce qui est assez intéressant. La station d'atterrissement, du coup, qu'est-ce que c'est ? Une station d'atterrissement, c'est ce qu'on a, en fait, tout simplement... Voilà, vous voyez mon curseur. C'est ce qu'on va avoir tout simplement sur la côte, d'arriver, enfin, dans les deux sens en fait, il y a des stations d'atterrissement. Donc chez nous, ça va rester l'acteur télécom qui va donc gérer ces stations d'atterrissement. Néanmoins, alors autre bénéfice pour la Big Tech, tout à fait, c'est que ce qu'ils n'aiment pas gérer, et ça va se retrouver sur l'Afrique, ils n'aiment pas gérer la paperasse administrative. Et puis alors dans un pays comme la France, c'est assez compliqué. En plus, voilà, enfin, ça les ennuie, on va dire. Donc, quelque part, ça leur permet de laisser la paperasse administrative aux locaux. C'est pas une blague, c'est quelque chose que j'ai pu entendre à plusieurs reprises dans des échanges et entretiens. Et donc, pour la Big Tech, à ce partenariat sur les câbles s'ajoutent en fait les fameux partenariats stratégiques dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années dans l'industrie du cloud. Et pour l'acteur télécom, du coup, le fait de devenir simple client limite sa capacité d'action sur la gouvernance des câbles. Il a moins de possibilités de décider de l'avenir et de l'usage du câble, du coût également. Et par ailleurs, en faisant ces partenariats avec une multinationale puissante sur l'adoption du cloud, il participe en fait à l'étendue, à l'expansion du cloud en Europe, de manière générale. Et si je parle du niveau européen, c'est parce qu'en effet, on a des partenariats dans toute l'Europe avec les Big Tech, que ce soit en Allemagne, Deutsche Telekom, Telefonica en Espagne, Telenet en Belgique, les télécoms italiens également. Voilà, il y a vraiment toutes les entreprises, les grosses entreprises de télécom en Europe, en fait, ont fait ces partenariats stratégiques au niveau du cloud. Là où ça devient intéressant, c'est de voir que ça concerne du coup pas seulement les Big Tech américaines, bien sûr, mais d'autres entreprises américaines, comme les centres de données.
Ce sont des entreprises dont on entend moins parler que les fameuses GAFAM, mais au final, ce sont des leaders de marché également. Equinix, Digital Realty, qu'on peut aussi trouver sous le nom d'Interaction puisqu'ils les ont achetés, NTT, qui est moins présent chez nous, et qui en fait, du coup, sont les détenteurs majoritaires de ces fameux 33% de data centers aux États-Unis, et qui se développent en fait fortement en Europe. Alors fortement, évidemment, on n'a pas tous les jours un data center qui s'ouvre, mais néanmoins, vous voyez des signes. Vous avez bien sûr Equinix qui a ouvert son fameux centre de données justement à côté d'Amitié, du câble Amitié. C'est assez pratique du coup d'avoir une connexion pratiquement directe au câble, donc à Bordeaux, alors que jusqu'à présent, Equinix avait ces dizaines de data centers à Paris, centralisés à Paris, en France. Au niveau de l'Europe du Nord, on a de plus en plus de serveurs de data centers qui sont construits par Digital Realty, Interaction. Et ce qu'on voit en fait, c'est que évidemment, les big tech font des partenariats avec ces entreprises leaders du data center. Qui a le dessus sur qui? On pourrait se dire, c'est le data center qui a le dessus. Puisqu'ils ont l'infrastructure, donc du coup, quelque part, les big tech sont dépendants de leur infrastructure. Au-delà de leur propre serveur, ils peuvent être dépendants de leur infrastructure. En fait, non, pas tant que ça, puisque Equinix et Digital Realty, pour se développer de cette manière-là, ils ciblent beaucoup ce qu'ils appellent le cloud on-ramp. Donc, c'est en fait les solutions de cloud partagées. C'est la possibilité pour un acteur d'accéder aux différents services de cloud. Et c'est une proposition qu'ils vendent comme proposition commerciale forte et qui reste un argument très fort, très puissant pour convaincre les décideurs européens aujourd'hui. Donc en fait, c'est un accord win-win, en quelque sorte, qui va plutôt en faveur, du coup, des big tech, puisque ça les aide à étendre leur technologie logicielle. Pour ceux qui connaissent, c'est un schéma relativement simple, mais ça permet quand même de voir un petit peu l'échiquier, on va dire, des pouvoirs, enfin des pouvoirs en tout cas des acteurs. Au départ, donc, on a l'informatique en plateforme, le cloud computing, ce qu'on appelle le cloud computing, qui sont plutôt des systèmes centralisés à distance et qui petit à petit ont été régionalisés. On peut trouver sur tous les sites des entreprises la fameuse régionalisation de services, sachant que cette régionalisation n'est pas complètement détaillée. On ne sait jamais exactement ce qui est régionalisé ou pas. Ensuite, le développement du edge computing, qui est l'informatique en périphérie. Pour cette informatique en périphérie, les big tech ont développé, du coup, des sous-services, enfin, ce n'est pas des sous-services, c'est des services très importants, mais disons des branches, comme Amazon Web Services Wavelength, Google Cloud Anthos, Microsoft Azure Edge Zone, avec lesquels, justement, ils travaillent plus particulièrement avec le secteur du télécom. Ils ne sont pas seuls. Il y a évidemment des concurrents comme Mobile Edge, qui fait des choses intéressantes également. Et puis ensuite, on va avoir en bout de fil les socles physiques de périphérie, qui du coup, via les partenariats et les nouveaux rapports de force, se trouvent dépendants de l'ensemble de l'informatique en plateforme. On peut se dire, enfin en tout cas sur certains aspects, je ne dis pas sur tous, mais il y a des dépendances qui se font à ce niveau-là, et surtout des rapports de force entre les différents acteurs, depuis que les big tech ont, comme cela, pris de l'importance sur le domaine infrastructurel. Donc les réseaux télécoms, mais également les réseaux appliqués, comme Cisco, Intel, Dell, les centres de données, comme on a pu le voir, Equinix, EdgeConnect, Interaction, plutôt Digital Realty. Donc en fait, on a quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de l'infrastructure territorialisée, qui tente aussi de convaincre de la territorialisation des briques logicielles. On reviendra sur le logiciel, mais tout de même, d'abord, sur l'Europe du Nord. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Europe du Nord? Pour revenir sur ce réchauffement climatique et l'importance en fait, qu'elle va avoir à l'avenir. En fait, depuis quelques années, à côté du développement des câbles, des data centers un peu partout en Europe, il y a un développement particulièrement important des centres de données en Europe du Nord. Ces travaux, ces chantiers sont très bien accueillis en fait, par ces pays-là, ils ne sont pas du tout contre.
Au contraire, il le voit comme une opportunité économique majeure. Là, on peut voir sur la photo le centre de données Facebook à Odense. Il se trouve que la semaine dernière, j'étais au Danemark, justement. Et donc, en effet, j'ai pu voir des choses assez intéressantes sur place, mais aussi, en fait, la place, en effet, des énergies renouvelables et la manière de voir la transformation numérique et les big tech au Danemark. Pour l'instant, il y a assez peu de dimensions critiques. On est vraiment dans cette idée de la transformation numérique va tous nous sauver. L'innovation va permettre de pallier les problèmes écologiques du numérique, etc., etc. La particularité de ce centre de données à Odense, en fait, c'est que Facebook réutilise en fait la chaleur de son centre de données pour chauffer la ville d'Odense, qui est une charmante ville d'ailleurs. Et donc voilà, c'est assez connu. Il y a quand même quelques petites controverses. J'ai entendu des discours que voilà, je ne sais pas s'ils sont vrais, s'ils sont dignes de foi, où ce centre de données serait en fait appartiendrait en réalité à la NSA. Enfin, il y a beaucoup de paranoïa aussi derrière ça, avec peu de faits concrets, même si évidemment on sait quelles sont les législations américaines et pourquoi elles créent de la crainte. Hein. Mais voilà. Donc, on a un produit Facebook comme ça au Danemark, et puis on a un certain nombre de data centers qui appartiennent à Google, à Apple. Déjà, historiquement, il y avait un data center. Sinon, le Danemark, pour l'instant, quand on regarde le nombre de data centers importants qu'ils ont sur leur territoire, en fait, ils sont assez bien pourvus en data center danois. Leur problème, c'est comme partout en Europe, c'est les data centers associés au cloud. Donc, au niveau de la consommation d'eau, en fait, c'est le gros point positif des pays d'Europe du Nord. En fait, je vais vous montrer même la carte avant. Voilà. Quand on regarde en fait, les prévisions de sécheresse à plus 1,5, plus 2, plus 3 degrés, on comprend assez bien le problème pour les États-Unis, par exemple. Vous voyez que ça devient quand même... Tout ce qui est rouge, en fait, c'est des taux de sécheresse extrêmes, en tout cas pas tenables. Donc évidemment, à 3 degrés, on est dans une situation assez catastrophique dans la plupart des États. En Europe, on prend quand même pas mal aussi, mais l'Europe du Nord, selon les prévisions, serait quand même assez protégée de ce réchauffement, de cette sécheresse, de ces périodes de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas, mais en tout cas, ils seront moins face à ce problème-là. En revanche, ils auront le problème de la montée des eaux, puisque leur pays étant au niveau de la mer, en fait, très souvent, en fait, ils vont perdre, en effet, un petit peu de territoire. C'est notamment le cas pour les Pays-Bas. Si vous regardez les cartes, ça va être assez compliqué. Mais voilà. Donc, en effet, c'est un Eldorado pour la simple et bonne raison que ils ont beaucoup d'eau et moins de problèmes de sécheresse. Ce qu'il faut savoir néanmoins sur la consommation d'eau, aujourd'hui en fait on fait beaucoup de discours sur le fait que l'innovation va permettre de réduire la consommation d'eau des data centers. Mais le calcul de la consommation de l'eau aujourd'hui ne prend pas du tout en compte l'usage indirect de l'eau. C'est-à-dire que quand Google, Amazon ou même des sociétés européennes font le compte de la consommation d'eau, ils ne prennent en compte que le WUE, Water Usage Efficiency, qui est en fait l'usage direct du data center pour refroidir ces infrastructures. Ils ne prennent pas en compte l'eau qui est utilisée pour produire l'énergie qu'ils utilisent. Selon un rapport américain, donc je vous ai mis la référence ici si vous souhaitez aller voir, c'est très très intéressant. Donc, l'usage indirect de l'eau en fait représenterait à peu près 85-90% de la consommation globale en eau. Évidemment, ça reste un chiffre à modérer puisque ça va dépendre de la source d'énergie. On sait très bien que les énergies fossiles consomment bien plus que les énergies renouvelables, par exemple. On est quand même en termes de prélèvement d'eau, on est à peu près à 230 milliards de mètres cubes mondial pour la consommation, enfin pour les énergies fossiles.
On serait à 113, 115, si mes souvenirs sont bons, de prélèvements, donc milliards de mètres cubes de prélèvements pour l'énergie nucléaire. Et on est à, je ne sais plus, à 10 milliards de cubes en prélèvement pour les énergies renouvelables. Évidemment, pour ceux qui connaissent, ils me diront oui, mais attention, ça c'est le prélèvement, c'est pas la consommation. Et en effet, il y a un gros gap, un gros écart entre prélèvement et consommation. La consommation, par exemple, du nucléaire par rapport au prélèvement, donc 115 au niveau du prélèvement, 115 milliards de mètres cubes, et ça va être 4 milliards de consommation, finalement. On peut se dire, ok, bon. Mais le prélèvement, en fait, c'est très important. Ce qu'on va prélever à la terre à un moment donné, c'est ce qu'on ne va pas donner à d'autres activités, comme l'activité agricole ou même les usages courants. Donc en période de sécheresse, ça a son importance. Dans un pays comme la France, pour vous donner un ordre d'idée, 60% des prélèvements en eau sont dédiés à l'énergie nucléaire. Donc augmenter les chantiers de data center et augmenter le nucléaire, pourquoi pas? Mais à un moment donné, ça va finir par coincer. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a besoin de clarifier ces notions de calcul. Comment calculer la consommation en eau? On a besoin d'améliorer les technologies de refroidissement, bien sûr, d'améliorer la consommation en énergie. Mais tout cela, au final, aura toujours un impact sur le terrain. On commence à voir d'ailleurs pas mal de controverses, même donc en Europe et en Europe du Nord. En Suède, par exemple, où en effet, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de consommation en eau et qu'il fallait, à un moment donné, faire un moratoire qui n'a pas du tout pris en compte, cette demande n'a pas du tout été prise en compte. Et pareil en Irlande, pas plus tard que l'année dernière, où en fait on s'est rendu compte que, pareil, il y avait quand même des alertes de blackout par an, 11 alertes de blackout par an. Et donc, c'est quand même très, très, très compliqué pour ces pays-là, sachant qu'ils ont eu en fait des hausses de construction de data centers en très peu de temps. Donc du coup, ils se sont retrouvés face à des situations dans certains territoires où il a manqué de l'eau pour d'autres industries, où il y a des restrictions pour les citoyens également. Donc en fait, on voit que ces controverses qui au départ étaient présentes plutôt aux US sont en train de venir en Europe dans les territoires qui justement ont construit beaucoup de data centers ces dernières années. Donc du coup, par rapport à l'Europe du Nord, évidemment les prévisions climatiques jouent, mais également le développement des énergies renouvelables. La Suède, par exemple, utilise 60% d'énergie renouvelable, 40% pour la Lettonie et l'Autriche. Donc c'est quand même assez énorme par rapport à la France. Nous, on est à 18%, par exemple. Donc c'est assez différent pour nous. Donc il faudrait en effet avoir déjà une attitude de développement aux énergies renouvelables qui soit meilleure. Ça, c'est évident. Et c'est devenu un argument commercial pour ces pays pour accueillir les grands data centers. En revanche, ce qu'on voit dans ces pays, et ça c'est Eurostat qui nous le dit pas plus tard que l'année dernière, ça c'est vraiment très bien qu'ils aient fait cette étude, même s'il y a des lacunes, on voit en fait que dans le même temps, ces pays sont les pays qui ont le plus de dépendance très forte en fait, aux technologies de cloud, dont les leaders, comme vous le savez, sont les big tech, du coup. On voit que la Suède, le Danemark, le Finlande, voilà, les Pays-Bas, tous ces pays du Nord qui accueillent aujourd'hui de plus en plus de data centers et vont probablement devenir le territoire des data centers en Europe sur les 10 prochaines années, dans le même temps, en fait, eux-mêmes sont très dépendants aux technologies cloud qu'ils ne maîtrisent pas dans le sens où ils ne les ont pas fabriquées, donc ils ne les designent pas et ils n'ont donc pas de pouvoir de négociation vis-à-vis de ces acteurs. De ces acteurs qui construisent des data centers sur leur territoire et puisent leur eau et énergie. Donc ils vont probablement se retrouver à un moment donné face à des questions en effet de gouvernance, face à des problèmes politiques, face à des problèmes de négociation, face à des multinationales qui puisent sur leur territoire suite à des contrats faits avec les autorités locales, bien sûr,
et qui, en fait, en plus de ça, rendent dépendante une partie de leur entreprise et de leurs services publics numériques. Donc, ça, c'est le souci. Et donc, passer ensuite sur le continent africain, pour quelles raisons se fait ce grand écart? Parce qu'au contraire, le continent africain, donc on n'est pas du tout dans la même situation. Autant en Europe, on a quand même une forte transformation numérique, pas forcément bien menée, puisqu'on se rend compte qu'on a énormément de dépendance en Europe. Le continent africain est en plein boom, est en pleine transformation numérique. Et comment ça se passe du coup pour les big tech lors de leur développement en Afrique? Eh bien, en fait, c'est un changement, encore une fois, historique, qui revient au changement qu'on a pu voir tout à l'heure entre les télécoms et les big tech, du modèle traditionnel, qui des années 2000 aux années 2012 était que les câbles sous-marins étaient détenus par des larges consortiums d'entreprises de télécom. Donc, par exemple, SAT3, ça représente 23 acteurs qui négocient ensemble et qui payent ensemble des câbles. Easy, ça va être 19, WAX, ça va être 10, et ACE, 20. Bon, on se rend compte quand même qu'on a quand même des consortiums assez larges, ce qui permet du coup de partager la décision, ce qui complexifie aussi les échanges, évidemment, mais au moins on a la possibilité de se faire entendre d'une certaine manière dans de larges consortiums. Après, on pourrait les critiquer, évidemment, pour ceux qui connaissent. On sait que les acteurs les plus puissants, c'est ceux qui ont le plus d'argent dans ces consortiums, c'est toujours la même chose. Mais au moins, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une possibilité de parole. Aujourd'hui, comme on est sur un nouveau modèle où l'acteur, en fait, où on se retrouve avec soit des tout petits consortiums, soit avec des entreprises qui sont capables et qui veulent, en fait, avoir le contrôle de l'ensemble de leurs câbles, on va avoir donc le câble Ekano qui est en train donc de prendre toute la côte est de l'Afrique, du coup, du continent africain, qui pour l'instant est relié seulement à quelques pays, comme le Nigeria et la République démocratique du Congo, dont on parlait tout à l'heure pour le cobalt. Tout Africa, détenu en majorité par Facebook, mais par d'autres acteurs, dont des télécoms, dont des acteurs télécoms, qui l'a fait complètement le tour de tout le continent. Et PIS, qui fonctionne sur un autre modèle, qui est le modèle chinois, qui là n'est pas un financement par les entreprises, mais par les banques nationales, et qui donc est détenu administrativement par Huawei et Hengtong, du coup. Donc on voit d'ailleurs le câble qui arrive donc, à l'est de l'Afrique, mais on le voit aussi remonter, et en fait, il vient se connecter à Marseille par ici. Ce qui est très intéressant quand on étudie les dépendances infrastructurelles, ensuite, c'est de définir des seuils. Dans le cas de l'Afrique, on pourrait se dire que l'un des critères de ces seuils, c'est tout simplement le nombre de câbles connectés à un pays. Ensuite, il faudrait comparer les performances des câbles. Mais d'abord, en termes de nombre, on va avoir des grandes diversités. Le Sénégal, par exemple, est assez bien connecté. Et donc, il a maintenant une connexion supplémentaire de tout Africa. Mais par contre, très vite, on tombe sur des pays qui sont peu connectés et qui subissent d'ailleurs régulièrement, lorsqu'un câble est coupé, de vrais problèmes pour leur connexion Internet. La République du Congo, qui en a 2 depuis l'arrivée de tout Africa, la Namibie, qui en avait 1 et qui en a maintenant un autre avec Ekano, le Mozambique, qui se retrouve avec 3 câbles. Et puis il y a tout un tas de pays africains qui n'ont qu'un seul câble, ce qui les rend du coup extrêmement vulnérables. La Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Togo, le Libéria, la Sierra Leone. Pour l'instant, pas de connexion sur les gros câbles, sur les nouveaux câbles. Et ensuite, il y a les pays enclavés, comme le Botswana, par exemple, le Tchad, la Zambie, le Niger. Comme on l'a vu tout à l'heure pour la Suisse, ils se retrouvent du coup dépendants des réseaux terrestres, des réseaux des pays frontaliers, pour accéder donc à Internet. Ce qui fait que ces pays pourront être intéressés par des offres satellitaires, évidemment, dans l'avenir, puisqu'ils n'auront plus à dépendre des pays frontaliers. Par contre, ils devront dépendre d'une technologie et donc d'un acteur privé. Alors, on a passé pas mal de temps sur la première partie, c'est la plus longue, je vous rassure, mais ça vous permet quand même de savoir pourquoi, après, on peut parler de risques géopolitiques et environnementaux.
Comme nous l'avons vu, il y a quand même une multitude d'acteurs techniques. Et encore, comme vous voyez, je me concentre vraiment sur les gros acteurs, alors qu'en réalité, l'écosystème numérique, il est extrêmement large. Il y a énormément de technologies différentes, en fait, bien sûr. Mais en fait, il y a une multitude d'acteurs numériques. Simplement, il y a une concentration des pouvoirs sur les socles critiques, et au bénéfice aujourd'hui des multinationales. Cette gouvernance, du coup, d'Internet est largement transatlantiste pour des questions historiques, pour des questions aussi d'organisation politique, puisqu'on sait très bien que la plupart des organisations de gouvernance d'Internet sont en fait quand même très majoritairement atlantistes. Et à côté de ça, nous, de notre côté, on a un droit du numérique que je qualifie de passif et de défensif. C'est-à-dire que notre droit du numérique, c'est le droit du numérique vu de la place du client, et non pas du producteur de technologie. Et c'est un droit du numérique qui est extrêmement sensible à la puissance des lobbies, puisqu'aujourd'hui, les lobbies du numérique sont bien plus puissants que les lobbies du pétrole. Du coup, là-dedans, le modèle de la Big Tech, on pourrait les définir en 4 points assez rapidement. Impérialiste, dans le sens où on a bien vu qu'il y a une forme de néocolonialisme, une recherche d'expansion territoriale et de mise en dépendance, donc un rapport de domination. Productiviste, dans le sens où il encourage un consumérisme passif, faire du citoyen un consommateur passif, et également une forme d'avidité avec une absorption quasi systématique d'un secteur attenant. C'est le fameux extinguish de la société Microsoft dans les années 2000. Totalitaire, dans le sens où ils ont en fait leur gouvernement interne décidant de leurs propres règles, dans le sens où ils décident comment concevoir leurs produits, comment vont circuler les données et ce qu'ils vont en faire en R&D. Individualiste, car en fait ils promeuvent au final une individualisation du droit, laissant le consommateur seul face à ses responsabilités, face à son contrat vis-à-vis de l'entreprise. Et puis aussi parce qu'il fonctionne sur les zones de confort qui l'emportent sur l'intérêt collectif. Je pourrais passer beaucoup de temps sur ce point uniquement, mais je n'ai pas énormément de temps, donc je vais faire l'impasse ce coup-ci. Sur les risques géopolitiques de la mise en dépendance, je vais en voir 3 principaux qu'on a pu voir récemment. Donc là, vous voyez, c'est la photo de Russie quand Apple Pay et Google Pay ont coupé leurs services. Où en fait les Russes, ils n'étaient pas complètement bloqués, mais il fallait qu'ils s'adaptent en fait à la machine. Il fallait qu'ils utilisent un autre mode de paiement, tout simplement, comme la carte bancaire, tout simplement, pour payer leur ticket de transport. Donc, on peut couper un service quand on est producteur de technologie. On peut couper l'accès au réseau. Là encore, par exemple, Cogent Communication, qui a coupé son service en Russie, ce qui est énorme, puisqu'en fait, ça représentait, si je me souviens bien, 30 ou 40%, je ne sais plus exactement, 30 ou 40% du réseau en fait, au niveau russe. Donc il y a eu une très très forte baisse du trafic en Russie à cause de la coupure de Cogent Communication, qui, je le rappelle, est une entreprise américaine. Et il peut y avoir aussi autre chose qu'on va retrouver dans les plateformes centralisées, donc le cloud, la possibilité de couper les mises à jour, voire de corrompre un logiciel centralisé à distance. Alors là, ce que je vous montre ici, issu d'une de mes notes en fait, sur les États-Unis, sachant que les États-Unis sont extrêmement dépendants de leurs propres acteurs technologiques, c'est assez intéressant. Par exemple, Azure Government, qui n'existe que pour les États-Unis, même cet Azure Government US Gov, n'est pas complètement régionalisé. Il y a certaines briques qui sont régionalisées et d'autres qui sont centralisées. Chez nous, du coup, c'est un classement extrêmement simple et qui permet de voir en fait les dépendances majeures au service cloud. Donc Amazon étant le plus fort globalement en Europe et dans tous les pays. Si vous connaissez Amazon Web Services, vous savez pourquoi. Microsoft arrive en 2e position un peu partout. On a une petite variation pour le 3e acteur en France où OVH est quand même assez présent, mais je pense que maintenant, comme ça c'est des chiffres de 2020, il faudrait que je remette à jour sur l'année dernière pour voir comment ça se passe maintenant sur les acteurs locaux. Mais bon, grosso modo, on voit que voilà, les très très grands acteurs donc, aux technologies propriétaires, c'est-à-dire globalement sur ce qu'on appelle le IaaS, PaaS et cloud privé, voilà, vont être plutôt les big tech.
Et il est très intéressant, quand on parle de dépendance, il est très intéressant de parler de quelle dépendance du coup. Parce que s'il s'agit juste d'une dépendance où j'ai stocké mes données quelque part, mais que je peux vite les récupérer, ça va, à peu près. Je peux le corriger en tout cas, c'est réversible. Le problème, c'est ce qu'ils ont appelé dans ce fameux rapport Eurostat la sophistication. Moi, je parlerais plutôt de la criticité, mais bon, ça, c'est un terme à trouver et adapter. Sur le fait que dans les services cloud, il y a des services logiciels qui sont critiques, qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à reproduire, et d'autres réversibles. Et bien en fait, dans le degré de sophistication, c'est-à-dire le traitement des données, ce qui est utilisé pour le traitement des données, ce qui est utilisé comme outil de développement, donc les machines virtuelles, par exemple, qui font qu'en fait, une entreprise est particulièrement dépendante et ne va pas pouvoir sortir facilement de la technologie, d'une technologie cloud. Eh bien, on se rend compte que 73% des entreprises et des acteurs, en fait, selon les activités, vous pouvez le voir ici au niveau des listes d'activités, sont fortement dépendants du cloud. Les utilisateurs du cloud sont plutôt fortement dépendants du cloud. Ils ne font pas que stocker leurs données, évidemment, ils utilisent toute la plateforme. Et généralement, ils l'utilisent aussi dans les outils de développement, de traitement, de gestion de leurs données, etc. Le niveau intermédiaire, ça va être du coup plutôt les services d'usage d'outils, en quelque sorte, bureautiques. Et les services cloud de base, ils parlent plutôt de l'email et du stockage. Donc voilà, 73%, 10%, 15%, c'est très intéressant à voir cette répartition sur l'ensemble de l'Europe. Ensuite, les risques environnementaux de la mise en dépendance. Pourquoi envisager le risque environnemental au même titre que le risque géopolitique ? Eh bien, en fait, parce que, finalement, comme on a pu le voir, les problématiques de dépendance sont les mêmes, avec finalement des impacts directs sur le territoire et donc sur nous, sur les citoyens. Et la stratégie d'expansion territoriale qu'on va retrouver dans les rapports de force géopolitiques sont liées en fait à la gestion des risques environnementaux, puisque contrairement à beaucoup d'États et beaucoup d'entreprises européennes, ces entreprises-là, des big tech, ont déjà prévu, en quelque sorte, ils ont un coup d'avance, ils ont fait pas mal de prospectives sur comment développer leur réseau dans une situation de crise climatique. Donc ça, hop, je vais le passer. Ah non, je ne vais pas le passer, pas complètement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je fais au mieux. Alors, en effet, quand même chose à dire sur les controverses. Vous connaissez probablement le cas de Nestlé Waters, qui est donc le cas d'une multinationale qui va puiser dans les nappes phréatiques, dans les Vosges, en Allemagne, etc. On a mis 30 ans pour pour fermer en fait une usine Nestlé Waters en Allemagne, pas encore dans les Vosges, pour reconnaître le problème, alors qu'il s'agissait seulement, en quelque sorte, d'un commerce de bouteilles d'eau. C'est-à-dire sans conséquences sur le tissu industriel local. Voilà, le produit, c'est la bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il en est lorsque on se retrouve avec une multinationale qui tape dans les nappes phréatiques, mais qui, en plus de ça, met en dépendance un réseau industriel local ? Son pouvoir augmente encore. Donc, au lieu de 30 ans, combien de temps on va mettre pour réussir à négocier avec ces puissances économiques ? Et puis, en plus de cela, le problème aussi qu'on voit, c'est la soumission, du coup, politique aux États-Unis, qu'on voit encore plus aujourd'hui avec la crise en Ukraine, enfin avec la guerre en Ukraine, excusez-moi. Donc le modèle délétère de la multinationale et de l'entreprise monopolistique est qu'elle cumule à la fois des pouvoirs de négociation, mais aussi des capacités d'échapper aux droits nationaux, ce qui est quand même assez pratique. Donc face à cela, on peut se dire, comment on fait ? Comment on fait pour réduire ces dépendances ? Comment on fait, quelque part, pour retrouver un peu le contrôle sur tout ça ? Alors, à mon sens, il y a plusieurs choses à définir, mais ce qui est évident, c'est que définir une stratégie industrielle au long cours est aujourd'hui nécessaire. On pourrait le faire, on pourrait se dire, on va contrôler la chaîne de dépendance. Ce serait la souveraineté numérique maximale. Dans le cas des entreprises du numérique, quelque part, c'est ce qu'elles essayent de faire. Les géants du numérique se développent horizontalement et verticalement pour contrôler l'ensemble de leur chaîne de production et en fait mettre les autres en dépendance. C'est ce qu'essaye de faire aussi la Chine dans sa stratégie nationale.
lorsqu'elle travaille sur les technologies critiques, ce qu'elle appelle les Kaboshishishu, c'est-à-dire les technologies de coûts coincés. Mais le problème, c'est qu'il s'accompagne d'un excès de totalitarisme, puisque ça reste au niveau national que ça se décide, et que le niveau national impose aux entreprises et aux citoyens, avec toutes les dérives que ça comporte. Alors comment on fait dans une société où on veut pouvoir conserver son autodétermination pour se protéger et garantir une capacité d'autodétermination à tous les niveaux de la société, à la fois au niveau de l'État, mais au niveau aussi de l'entreprise, du citoyen. Évidemment, les communs sont une piste intéressante. Stallman parlait du fait d'avoir des communs, de rendre libres les logiciels, les médicaments, les semences. Maintenant, restent quand même des questions intéressantes. Pour les logiciels ouverts, est-ce qu'on peut tous devenir des citoyens éclairés du commun, donc capables de coder et de transformer le code ? Et ensuite, la question des socles collectifs, c'est-à-dire que les infrastructures, là-dedans, si le logiciel libre est un bon exemple de gestion du commun, comment est-ce qu'on fait pour gérer en commun une infrastructure et un socle technique, critique, matériel ? Donc en fait, on voit qu'on a encore des modèles à construire pour nous réapproprier le commun. Ensuite, les communs et le territoire, évidemment. Enfin, à mon sens, du coup, on ne peut pas aujourd'hui opposer la gestion des communs et la valorisation d'un tissu industriel territorial. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire plus tard, mais aujourd'hui, on n'est pas encore assez mature pour le faire. Il faut donc jouer sur les deux plans. À la fois développer la gestion des communs, comme on le fait aujourd'hui, comme on essaye de le faire, mais aussi valoriser un tissu industriel territorial. Pour la simple et bonne raison que le maillage territorial a un sens stratégique très fort aujourd'hui. L'adaptation au terrain environnemental et social, qui nécessite du coup d'être proche, quelque part, du territoire et de ses problématiques économiques, climatiques, etc. Privilégier un maillage d'acteurs nombreux sur le territoire, ce fameux tissu industriel local, qui permet en fait finalement une meilleure adaptabilité et résilience, comme c'est le cas sur un réseau. Si un acteur local ne fonctionne pas, on peut passer chez l'autre. Contrôle sur les acteurs privés en évitant les phénomènes de concentration et des monopoles économiques. Là, on voit l'intérêt politique de la chose. C'est-à-dire de ne jamais, en tant qu'État ou en tant que citoyen, être dépendant d'une force trop grande, pouvoir négocier avec un acteur plus petit qui soit soumis à notre réglementation. En fait, c'est un rapport de force. Et évidemment, le fait d'avoir un maillage territorial favorise également l'interopérabilité, puisque celle-ci devient du coup obligatoire pour passer de l'un à l'autre. Enfin, le maillage territorial est particulièrement intéressant parce qu'il permet de prévenir les phénomènes de dépendance liés à l'adoption qu'il y a et qu'il va y avoir probablement de plus en plus des technologies satellitaires à orbite basse qui nécessitent un maillage territorial au sol des data centers. Ces maillages satellitaires ont besoin d'un maillage répondant au sol et donc d'où le développement aussi des data centers. Au niveau des chantiers juridiques, je passe quand même un petit peu de temps là-dessus, mais très rapidement. Si vous êtes au courant du Digital Services Act, il y a deux articles extrêmement importants qui sont un peu cachés dans la masse, qui sont le 54 et 57, qui sont des tentatives de permettre aux régulateurs européens d'effectuer des contrôles sur le code, sur place, sur les infrastructures. Donc sur l'ensemble des éléments techniques, ce qui est quand même assez énorme comme demande. Enfin, assez énorme, disons en tout cas une très bonne nouvelle, en tout cas on peut le voir comme ça. Néanmoins, il y a énormément de freins, comme par exemple le fait qu'avant de pouvoir appliquer les articles 54 et 57, on propose en fait aux entreprises de financer eux-mêmes des audits indépendants sur leur code et leurs infrastructures. Donc autant dire qu'on peut se retrouver avec le même phénomène que les big pharma ou les entreprises énergétiques, où en fait les audits sont faits, mais sont payés en fait favorablement à l'entreprise. Donc il faut quand même continuer à faire évoluer le droit du numérique dans ce sens, mais évidemment en évitant le phénomène de capture du régulateur, qui est principalement dû à la force des lobbies. Continuer à lutter pour l'ouverture du code, parce qu'en réalité, c'est la vraie solution, la meilleure solution, qui pose le problème éventuel de la propriété intellectuelle quand on est dans une vision marchande, mais en revanche, qui est une réponse idéale pour le citoyen et régulateur, même si reste la question de savoir, serons-nous tous des développeurs ? Je ne pense pas. Répondra également à la logique d'individualisation du droit, donc le fait de rester seul
devant son interface à accepter un contrat avec une entreprise privée sans avoir la possibilité de voir ce qu'il y a derrière. Également très important sur le chantier juridique, c'est d'arrêter de se borner à la notion de données personnelles, qui sont aujourd'hui trop limitées aux données nominatives, alors que les données personnelles, en fait, soit par croisement, soit tout simplement parce que certaines ne sont pas prises en compte, en fait, comme par exemple la possibilité de tracer le parcours d'un utilisateur, même par certaines applications utilisées dans l'UX design, ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le RGPD. Et également la notion de données stratégiques, qui là sont complètement absentes aujourd'hui du droit européen. Inclure comme obligation légale le diagnostic de dépendance numérique des États membres de l'UE. Donc, je vous ai montré tout à l'heure quelques screens du rapport Eurostat sur les dépendances au cloud. C'est un bon début et il serait très intéressant de voir cette démarche systématisée, en fait, afin de mieux gérer les dépendances à l'avenir. Et ensuite, l'élargissement du plan de vigilance. Au niveau des entreprises, quelque chose de très intéressant qui existe déjà, ce serait juste d'enrichir l'obligation du plan de vigilance, qui aujourd'hui concerne des règles de sécurité globales, standards, qui concernent un petit peu les dépendances au niveau informatique, et qui en fait pourrait être beaucoup plus enrichi sur cette question des dépendances technologiques, en fait. Donc il pourrait y avoir toute une partie de plan de vigilance là-dessus, qui permettrait aussi à l'État d'avoir une vision plus globale des dépendances sur son territoire. Une réglementation antimonopolistique, supposant dans le cas présent de déséquilibre, puisqu'on est vraiment dans un déséquilibre de force qui est donc en notre défaveur, d'assumer un protectionnisme ciblé qui, lui, est très utilisé par les pays dominants. Dans le chantier politique, évidemment, le développement de politiques de contribution au logiciel ouvert. Il y a des efforts qui ont été faits, notamment à la direction interministérielle du numérique, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans une idéologie du libre, même à la DINUM, que dans une politique de contribution. La contribution, aujourd'hui, se fait beaucoup dans le volontariat, au niveau du secteur public, sur le volontariat, et non pas, il n'y a pas de financement dédié à la contribution. Ou très très peu, à la marge. Une lutte anti-monopole qui pourrait être encouragée par la commande publique, évidemment. Cette commande publique qui devrait, plutôt qu'être simplement un don d'argent, donner de l'argent public à un acteur privé, mais plutôt une possibilité d'améliorer en fait les logiciels, c'est-à-dire un levier d'amélioration, mais également de diffusion des produits numériques. Au lieu d'acheter un produit sur étagère, en gros, qu'on participe en tant qu'État à améliorer le logiciel par la commande publique. Sortir de la logiciel de transformation numérique à tout prix, tout simplement parce qu'on voit bien où elle nous mène à devenir des consommateurs. Elle nous mène à choisir des produits sur étagère pour aller plus vite. Sur le chantier technologique, je mets quelques priorités. Reprendre le contrôle sur les logiciels et les OS de la vie de tous les jours et pas forcément investir sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment pas ce qu'il y a de... Évidemment, c'est intéressant. Mais si vous n'avez pas la propriété, des socles critiques, comment peut-on parler de souveraineté, d'indépendance, de souveraineté numérique? Bon. Donc, revenir sur les logiciels basiques, la bureautique, le mail, les OS, déjà de base. Les centres de données dans leur adaptation au territoire, donc une réflexion possible au niveau européen, mais également au niveau national. Au niveau européen, parce que, en effet, si les pays d'Europe du Nord ont des conditions climatiques intéressantes, il y aurait peut-être des partenariats à faire sur ces sujets-là au niveau européen. Remplacer progressivement les couches logicielles des plateformes cloud par des technologies locales et du logiciel ouvert. Ça existe déjà. Dépendance interindustrielle de l'industrie des semi-conducteurs, parce qu'en effet, pour construire des semi-conducteurs, il faut aussi avoir la technologie de pointe qui permet de le faire et d'avoir une avance technologique sur les autres. C'est ce qui nous a souvent désavantagés dans ces secteurs-là innovants, c'est qu'en fait, les machines étant produites par les Américains et puis aujourd'hui de plus en plus par les Chinois, on est toujours dépendant, quelque part, du degré de sophistication de l'outil. Là aussi, on a des acteurs. Ingénierie marine et spatiale, parce qu'évidemment, dans le cas des infrastructures, garder notre ingénierie marine, nos armateurs, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir technologique, c'est un pouvoir géopolitique. Et spatial,
parce que même si j'en ai pas beaucoup parlé, je pense que vous avez compris que je fais quand même le lien entre ce qui se passe aujourd'hui au niveau des technologies satellitaires et ce qu'on a sur le territoire. La bonne nouvelle, du coup, c'est que tout existe déjà, et normalement, je dois finir, donc je suis vraiment désolée. J'ai juste un dernier point, parce que c'est quand même très important et j'en ai pas du tout parlé, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une autre stratégie de mise en dépendance, au-delà de ce dont on a déjà parlé, c'est celle de la formation. C'est pas qu'aujourd'hui, ça fait évidemment depuis un certain temps, je veux dire, la NPE avait déjà des contrats en 2006 avec des formateurs Microsoft pour la bureautique, etc. Bon. Aujourd'hui, on a les Google Ateliers numériques dans les universités et à destination des familles. Et quand je parle des universités, c'est à la fois les petites, comme les très grandes et très connues, comme la Sorbonne, par exemple. Microsoft Simplon, qui forme des techniciens de plateforme, c'est-à-dire qui favorise en fait l'enfermement dès l'entrée dans le métier à une plateforme. Le cybertour des chambres de commerce et d'industrie de Google, les centres de formation professionnelle d'Amazon Web Services. En fait, ces entreprises, désormais, font notre éducation au numérique. Et quand je vous parle des Google Ateliers numériques pour les familles, il y a vraiment des Google Ateliers pour les familles locaux, donc c'est-à-dire il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, qui vont en fait permettre aux parents aussi de montrer à leurs enfants quels services ils vont pouvoir utiliser pour faire leurs recherches, pour jouer, pour tout ça. Donc, la solution, c'est quoi? Eh bien, peut-être revenir à des choses qu'on avait un peu testées à l'époque, dans les années 70. Ouvrir la boîte noire dès l'école en privilégiant l'interdisciplinarité dans l'appréhension des savoirs techniques essentiels. Des expérimentations de 70 à 76, on en a eu, c'était l'expérimentation 58 lycées, donc sous Georges Pompidou, qui a été arrêtée avec Mitterrand ensuite, et qui était le fait de pouvoir, dans 58 lycées, former des profs. Donc on les emmenait à la fois dans des usines, donc sur le terrain, voir comment on construisait des ordinateurs, en gros, et on leur apprenait également ce qu'on appelait le langage symbolique d'enseignement, LSE à l'époque, qui était un langage informatique simplifié, et qui leur a permis de faire en 6 ans, de fabriquer en 6 ans 400 logiciels. Ces 400 logiciels et ce temps de formation étaient rémunérés par l'État. C'était pas volontaire, c'était pas sur le temps libre, c'était de l'argent. Donc les profs étaient payés par l'État pour faire cela. L'interdisciplinarité, c'est aussi pouvoir parler aux enfants des réseaux, des câbles, de toute la matérialité du numérique, pas pour faire des professionnels de réseau, mais en les intégrant tout simplement aux cours qu'ils ont déjà, la géographie, l'histoire. C'est déjà le cas dans certaines filières techniques. Pourquoi ne pas le faire chez tous, puisque le programme d'histoire est pratiquement identique, sauf que dans certains cas, on peut ajouter une information supplémentaire, montrer une carte des câbles, tout simplement, quoi. On peut faire cela. On peut également parler, lors des cours d'éducation civique, on peut évidemment parler des réseaux sociaux, mais pas seulement. Expliquer comment ça fonctionne, voir, désolé pour ceux qui se disent que c'est pas possible, mais montrer une ligne de code, voir comment ça fonctionne. En fait, ils sont pas bêtes. Moi, je l'ai testé avec des étudiants en art. Je passais 30% de l'ensemble du cours à leur fournir des connaissances techniques et leur permettre de lire des lignes très simples de code. Ça marche très bien. Et ça leur permet de savoir, de comprendre mieux les choses ensuite. Et ensuite, former des citoyens, des professionnels et des décideurs aux risques et aux externalités négatives du numérique, de leur choix en fait. Quelle est la conséquence de leur choix technologique? Ça pourrait par exemple être inclus dans les formations de sécurité obligatoires qui existent déjà. Voilà, j'ai terminé.